Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue, voici les titres. Soirée de galère pour les usagers de la SNCF hier soir, jusqu'à 5 heures de retard sur le réseau de l'ouest du pays. Un TGV a arraché une caténaire à Mont, au sud de l'agglomération Tourangelle. C'était en début de soirée. Les derniers passagers bloqués dans les trains sont arrivés en gare de Saint-Pierre-des-Corps vers 2 heures du matin. Ils ont été pris en charge par des taxis. L'autre information de cette journée, c'est l'ouverture à Blois cet après-midi d'un procès sur le trafic de faux permis à Vendôme. L'affaire avait éclaboussé la sous-préfecture vendômoise. 6 personnes comparaissaient, dont une ex-employée de l'administration. Un procès qui intervient au terme d'une enquête de 4 années. Et puis à Tours, opération réussie samedi pour les organisateurs de la Gay Pride. Le défilé a réuni environ 2000 personnes entre le château de Tours et le boulevard Horteloup. Thème cette année, l'égalité maintenant. Défilé donc très politique en raison des législatives et de cet engagement des socialistes, faire passer une loi sur le mariage et l'homoparentalité pour 2013. Bonsoir et merci de nous rejoindre. On ouvre donc ce journal avec cette soirée noire vécue par les usagers de la SNCF hier. Plusieurs milliers de passagers bloqués pendant plusieurs heures pour ce retour de week-end de la Pentecôte. Jusqu'à 5 heures de retard enregistré. La faute à un TGV à destination de La Rochelle qui a arraché une caténaire à Mont en Indre-et-Loire. Alors on va revenir sur cet incident, mais avant, voyons comment la SNCF a géré la situation. Quelle était l'ambiance en gare également. À Saint-Pierre-des-Corps, vers 2 heures du matin, des trains déposaient encore des passagers. Ils ont dû être pris en charge par l'entreprise ferroviaire. Brianne Bock. Donc moi je peux pas rentrer. Je vous dis après quand les taxis vont venir. La tension et la fatigue se font ressentir. En gare de Saint-Pierre-des-Corps, les voyageurs attendent les informations de la SNCF pour rentrer chez eux. Les TGV bloqués accusent des retards de 3 à 5 heures. Depuis Poitiers, on est bloqué depuis 21h30. Bon, mais bon, ça arrive, c'est pas le problème. C'est qu'après, voilà, depuis le temps, ils auraient pu prévoir plein de choses, voilà. Bon, pas grave. L'arrachement de la caténaire à Mont vers 20h30 a causé d'importantes perturbations de circulation d'une douzaine de trains sur la ligne Bordeaux-Paris. Plusieurs TGV étaient en attente dans les gares de Poitiers, Châtellerault, Vendôme et Saint-Pierre-des-Corps. Le trafic s'est fait au goutte à goutte. Je suis partie depuis Bordeaux. On s'est arrêté, il s'arrêtait un peu à toutes les gares. On s'est arrêté à peu près 10 à 15 minutes à chaque gare. Et après, on s'est arrêté deux bonnes heures à Poitiers. Moi, normalement, je suis censée aller à Paris. On peut m'héberger ici, donc je reste ici. À Vendôme, le TGV Lille-Paris prenait des aires de train-couchette. Pris en charge par les agents de la SNCF, les voyageurs se sont vus servir des repas et de l'eau. À Saint-Pierre-des-Corps, vers 2h30, des taxis ramenaient les derniers passagers à Tours. Là, ça fait 23h30, ça va faire 3 heures de retard. Bref, une nuit bien difficile pour ce retour de week-end prolongé. Pour les passagers des trains touchés, les billets seront remboursés intégralement. Quant aux voyageurs du train Paris-La Rochelle qui ont dû être transbordés dans un autre train, leur voyage sera remboursé à hauteur de 200%. Et c'est donc ce TGV Paris-La Rochelle qui a arraché une caténaire. L'incident s'est produit, vous le voyez, sur une ligne classique à Mont, au sud de Tours. Il était 20h30 lorsque le train s'est immobilisé en pleine voie. Un autre TGV a dû être affrété pour transférer les passagers après 4 heures d'attente. Les explications, Brianne Bock. Pour les passagers du TGV 8369 à destination de La Rochelle, l'attente se fait longue. Il est 20h30 quand le train arrache une caténaire sur 100 mètres au niveau de Mont. Le TGV qui transporte 535 voyageurs est alors immobilisé. Le trafic est coupé. Lorsque l'incident s'est produit, donc le trafic a été bloqué sur les 2 voies. Donc on a essayé le plus rapidement possible au moins de récupérer une voie pour faire circuler les trains sur une seule voie. Donc on a quelques trains à destination de Lille, Paris ou Bordeaux à Sens qu'on a pu faire passer. Donc au ralenti, puisqu'on avait quand même permis aux clients de descendre du train pour prendre un petit peu d'air puisqu'on n'avait pas de climatisation à bord. Problème, le train est hors service. La SNCF a alors dû affréter une rame venant de Paris pour transborder les passagers dans un autre train. L'opération aura commencé à minuit et duré 45 minutes.
Avec l'aide des pompiers que nous avons mobilisés, avec la gendarmerie, on a justement transvasé ces 500 personnes d'une rame à l'autre. Voilà la rame qu'on a amenée, donc il fallait aussi un certain délai pour l'acheminer sur place. On y a mis des plateaux à repas à bord pour que les clients, lorsqu'ils arrivent ici, donc 500 plateaux repas, 1000 bouteilles, histoire qu'ils puissent poursuivre leur voyage dans les conditions les meilleures. À 1 heure, le train peut repartir en direction de La Rochelle avec près de 4 heures de retard. La cause de l'incident reste à déterminer, mais selon la SNCF, la rupture de la caténaire proviendrait des températures de ce week-end, des chaleurs qui auraient détendu le câble qui alimente le train en électricité. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette soirée noire à la SNCF. À Vouvray, un blessé grave dans un accident de la route. Il a eu lieu cet après-midi sur la départementale 952. Il s'agit d'un choc frontal entre deux voitures. Un des conducteurs a donc été grièvement blessé. Les 5 occupants du second véhicule, eux, n'ont pas été blessés. Ouverture aujourd'hui du procès sur le trafic des faux permis à Vendôme entre 2005 et 2007. L'affaire avait éclaboussé au passage la sous-préfecture vendômoise. Une ex-employée de l'administration était impliquée. Les faux permis étaient vraisemblablement revendus dans le milieu du banditisme parisien, mais également auprès de notables. Au total, 6 personnes comparaissaient depuis cet après-midi au palais de justice de Blois. Romain Delville. Une instruction longue de 4 ans afin d'identifier le rôle de chacun des 6 accusés, mais aussi les bénéficiaires des faux permis. Il fallait bien cela pour établir l'ampleur de cette affaire qui a éclaboussé la sous-préfecture de Vendôme en avril 2007. Au total, ce sont 243 permis de conduire qui ont été identifiés comme faux, dont 56 permis moto, 62 permis auto et 70 permis poids lourds. À 500 € la constitution d'un faux permis, l'agent administratif de la sous-préfecture de Vendôme est passé de la situation de surendettement à mener grand train. Puis elle a été placée en détention préventive pendant 2 mois et demi et mise en examen pour corruption passive. Le procureur requiert 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis. D'un autre côté, le président du tribunal de Blois questionne les 2 principaux et présumés commanditaires de faux permis pour connaître leur motivation. Mais l'un déclare n'avoir reçu que 50 € par document falsifié et l'autre nie toute implication avec aplomb. Le parquet requiert la même condamnation pour les 2 accusés, 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis. Il n'y a absolument aucun élément sauf la déclaration d'une personne qui déclare que mon client serait impliqué, mais sans aucun élément matériel, effectivement, sans aucune preuve, sans aucun témoignage direct. Lors de ce procès, l'agent de sous-préfecture est apparu comme une petite main que l'argent et les falsifications ont déjà mené en prison. Et la décision a été mise en délibéré au 19 juin prochain. Il y avait du monde dans les rues de Tours samedi pour la 7e édition de la marche des fiertés gays, lesbiennes et transsexuelles. Le défilé a rassemblé environ 2000 personnes pour réclamer une égalité pleine et entière, à savoir notamment le mariage et l'adoption entre les personnes de même sexe. Un des thèmes de la campagne électorale des législatives, François Hollande a en effet promis une loi en cas de majorité à l'Assemblée nationale. Se dire oui devant le maire, tous les homosexuels ne le souhaitent pas forcément pour eux, mais voir le mariage entre personnes du même sexe autorisé serait enfin reconnaissance d'égalité. Dans d'autres pays c'est autorisé, pourquoi pas pour nous? Nous on est ensemble, on est bien, on veut juste les mêmes lois, pas forcément le mariage. Maintenant s'il y a un mariage, oui. On attend que ça d'ailleurs, ça et l'adoption. Le mariage et son corollaire, l'homoparentalité. Les associations militent depuis de nombreuses années pour que soit reconnu le lien de filiation qui existe avec le parent dit social. Mais une fois l'homoparentalité reconnue, se posent d'autres questions. Après, il y a tout ce qui est accès à la parentalité, c'est-à-dire comment on fait des bébés en gros, c'est-à-dire ouvrir la procréation médicalement assistée, ouvrir l'adoption. François Hollande a promis une loi pour 2013. Alors à 2 semaines des législatives, le défilé était bien plus politique qu'à l'accoutumée. L'association LGP Région Centre a même clairement appelé à donner une majorité au nouveau président. Je veux dire, on ne peut pas faire une manifestation dont le slogan est l'égalité maintenant et ne pas se positionner clairement pour les gens qui soutiennent nos revendications. Derrière le mariage et la reconnaissance de l'homoparentalité, il y a aussi beaucoup de demandes de faire un vrai travail de lutte contre l'homophobie dans les écoles, au travail.
Sensibiliser, toujours sensibiliser, car si l'homosexualité est de plus en plus acceptée, l'homophobie, elle, est bien toujours présente. Il y a quelques mois à Bordeaux, il y a eu un accident avec 2 jeunes homosexuels qui étaient fait tabasser gratuitement. Donc oui, il y en a tous les jours. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour défendre le droit d'aimer. L'amour, c'est une émotion comme une autre, donc ça devrait être préservé et évidemment mis en avant. Les associations resteront attentives à ce que les promesses soient réellement tenues, une égalité à 100%. Mais le combat, lui, continuera contre l'homophobie et pour une meilleure acceptation des transsexuels, notamment dans les milieux professionnels. Et on en vient à la campagne des législatives à proprement parler, avec un focus ce soir sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, celle de la députée sortante et ministre Marisol Touraine. Ils sont 14 candidats à s'affronter dans le cadre du premier tour sur une circonscription qui va de Saint-Pierre-des-Corps au sud du département. Au total, une centaine de kilomètres entre l'urbain et le rural. Il faut même dire que vous n'alliez pas distribuer avant le 21 document. Pas celui-là. Ah bah oui, donc c'est illégal. Il faut connaître le droit. Donc renseigne-toi à la préfecture, sinon on va regarder ce qu'on fait. Cela restera peut-être une image de cette campagne des législatives sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. La députée PS sortante et désormais ministre Marisol Touraine sermonnant le candidat UMP sur ses documents de campagne. Le candidat UMP, lui, qui estime être dans son bon droit. Jacques Barbier, maire de Descartes, tente donc sa chance pour ces législatives. Pour lui, donner une majorité de droite à l'Assemblée, c'est garantir un équilibre des forces politiques. Nous ne souhaitons pas, nous, la droite, donner les clés à un seul clan de la Maison France et nous voulons participer au dynamisme et à la reconstruction de cette période difficile que nous vivons actuellement en crise mondiale. J'ai aussi un document de mon grand-père de la guerre de... L'UMP présente donc ici un candidat. Geste peu sympathique de l'ancien parti présidentiel vis-à-vis du nouveau centre. La circonscription devait être en effet réservée à la formation de centre droit. Ainsi, le centriste Gérard Reynaud va donc devoir affronter une primaire au premier tour. Mais les deux hommes qui se connaissent bien n'ont pas entamé de guerre fratricide, seuls compte le projet. Les soucis des habitants de Tournon-Saint-Pierre ne sont pas les mêmes que ceux de Saint-Pierre-des-Corps. Ceci étant dit, on a quand même un lien là-dedans. Qu'est-ce qui mérite qu'on s'y penche? Qu'est-ce qui mérite que l'on lutte avec la dernière détermination? Mais c'est l'économie, c'est l'emploi. Le nouveau centre Gérard Reynaud qui peut compter sur sa notoriété de conseiller général, de maire et de président de la communauté de communes de la Touraine du Sud. Jacques Barbier, lui, peut compter sur son mandat de maire ainsi que sur son étiquette UMP pour le vote urbain notamment. De son côté, Marisol Touraine défend ici un bilan, celui de 2 mandats de députée, de conseillère générale, mais aussi de présidente du Conseil général. Et la voilà maintenant ministre, ce qui fait dire à ses détracteurs que voter Marisol Touraine, c'est voter pour son suppléant Jean-Marie Beffara. On vote pour moi, c'est moi qui suis candidate. Mon suppléant me remplacera à l'Assemblée nationale le temps où je serai ministre, mais ce temps-là seulement. Et moi, je serai là. Je suis d'ici et je continuerai d'être là, pas simplement de temps en temps, mais toutes les semaines. Marisol Touraine restera ministre si et seulement si elle est réélue. Alors la question que se poseront peut-être les électeurs, doit-on voter pour un ministre qui défende le territoire? Quant au fond, Marisol Touraine insiste, il faut donner une majorité à François Hollande pour qu'il ait les moyens d'agir ces 5 prochaines années. Et du côté des autres partis représentés dans cette circonscription, on retrouve également le Front de gauche, le MPA, le Front national, le Parti ouvrier indépendant, l'Union pour la France, Europe Écologie et l'Alliance écologiste, Lutte ouvrière, l'Alliance royale, le Centre pour la France et le Parti Debout la République.
Les travaux de la mosquée de Tours avancent, zone industrielle du Menton. Le rez-de-chaussée est en train d'être finalisé. Samedi, la communauté musulmane tourangelle était invitée à venir se rendre compte de l'avancée des travaux. C'est un vieux projet de près d'une vingtaine d'années, financé par les dons des fidèles et par les dons de la mosquée de Paris. Mais il manque de l'argent, à peu près 5 millions d'euros. Écoutez plutôt Salah Merabti, le président de la communauté, qui nous parle justement de cette mosquée. La première dalle du rez-de-chaussée pour ensuite monter le bâtiment, la salle de prière, une salle de conférence, une bibliothèque, des bureaux, des classes de soutien scolaire, etc. Non, nous avons commencé, j'espère qu'on ne va pas s'arrêter. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons organisé cette journée pour d'abord présenter le projet à la communauté, pour savoir où nous avons mis leur argent. C'est normal parce que c'est eux qui payent. Donc il a fallu quand même donner des comptes et expliquer aux gens à quoi a servi leur argent. Et bien maintenant, on demande encore de l'aide pour continuer, pour avancer. Avant de se quitter, un résultat de sport et la défaite de l'ADA Blois, le club de basket blésois qui évolue en National 1 de basket masculin. Les Blésois se sont inclinés à Chartres 71-66, match qui comptait pour la 34e journée. L'ADA pointe à la 5e place du classement. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de l'autisme avec notre invité. Rendez-vous juste après une courte page de pub, restez avec nous.